C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous connecter pour ce webinaire donc dédié aux agences et aux cabinets de conseil. Merci à tous et à toutes d'être là. C'est le premier de l'année. Voilà, on reprend un peu notre série de webinaires. On va essayer un peu de les organiser par verticale un petit peu pour que ça concerne de façon plus précise chacune des personnes. Je précise quelques petits points au début sur les possibilités que vous avez. Vous pouvez donc chatter avec moi pendant le webinaire dans la colonne chat. Et puis, si vous avez des questions, par contre, c'est mieux de les mettre dans l'onglet questions parce que on peut voter en fait en fonction. On peut voter après sur les questions. Donc, je prioriserai les réponses en fonction des questions qui sont posées. Alors, pourquoi on a décidé un peu de faire une verticale sur les cabinets de conseil et les agences? On sait que c'est pas la même chose et que c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, la notion de conseil et la place des agences et des cabinets est tellement importante aujourd'hui. Il y a tellement d'offres sur le marché, de solutions qui apportent quelque chose à leurs clients aujourd'hui. C'est très compliqué pour les marques de séparer le bon grain de livret, d'avoir la capacité à décider, à bien décider, en tout cas de le faire tout seul. Et c'est là où les agences, dans leur rôle d'experts, de connaissance du marché et d'expérimentation, sont absolument essentielles. Et nous, on le voit en fait de plus en plus chez tous les comptes avec qui on travaille, que ce soit en prospection, que ce soit avec nos clients, les agences sont très présentes. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que ce soit chez les clients en tant que marque ou que ce soit chez les agences ou les boîtes de conseil, beaucoup ont tendance à connaître en gros le principe du wallet et beaucoup nous disent oui, sur le principe, je vois très bien. Mais en fait, quand on leur présente vraiment ce que c'est, quand on creuse vraiment le sujet, beaucoup découvrent en fait réellement ce que c'est et l'intérêt du wallet. D'où aujourd'hui les quelques slides que je vais vous pousser pour d'abord mettre bien en avant ce que c'est que le wallet, qu'on soit bien sûr que tout le monde comprenne bien ce qu'est le wallet, comment ça fonctionne, quoi. Qu'est-ce que ça apporte fondamentalement à vos clients, qu'est-ce qui est intéressant de pousser, qu'est-ce qu'il est intéressant de pousser à vos clients, quel pain, comme on dit, ça résout. Et puis après, plein d'exemples très concrets qui vous permettent de vous projeter un petit peu plus sur ce que c'est. Et voilà, et évidemment, ce support après sera disponible, ainsi que le replay de ce webinaire. Je vous montre donc quelques petits slides et je vais commencer d'abord par un peu qui on est. Je pense que c'est aussi important quand vous recommandez à vos clients, quand vous avez envie de travailler avec un prestataire, d'être en capacité de rassurer le client et de dire que vous travaillez avec un prestataire qui a l'expérience. Donc nous, ça fait 7 ans, depuis 2013 qu'on existe, qu'on travaille sur ce sujet. En fait, le wallet a été créé chez Apple avec iOS 6 en 2012, donc on est allé assez vite sur ce sujet-là. Ça s'appelait Passbook à l'époque. Et on a créé notre boîte et cette idée autour du wallet comme canal relationnel sur mobile dès 2013. Mais très concrètement, on savait très bien qu'on était en avance de phase sur le marché. Donc, on a vraiment évangélisé, et on continue d'ailleurs beaucoup d'évangéliser le marché. Hein, la preuve, ce webinaire encore aujourd'hui, et on n'a pas fini d'en faire, sur le fait que de 2013 à 2017, on a eu beaucoup on a vu énormément de monde et il était compliqué de faire comprendre dans l'état du marché à l'époque en quoi le wallet pouvait vraiment avoir une valeur ajoutée. Et je vais vous expliquer très clairement pourquoi maintenant c'est beaucoup plus clair, même si c'était déjà une réalité en fait sur le marché avant cette période, donc qui est depuis 2018, où on est en fait 100% consacré vraiment au wallet. On a shifté tout le chiffre d'affaires, toutes les ressources techniques, humaines, financières de l'entreprise sur le wallet. On ne fait que ça, on est dédié à ça à 100%, alors qu'avant, entre 2013 et 2017, on était plutôt une entreprise qui poussait le wallet, qui évangélisait sur le wallet, qui avait une plateforme dédiée au wallet, mais qui à côté, pour vivre et se développer, faisait aussi plein de prestations dans le domaine de la fidélisation client. Par exemple, c'est nous qui avons monté le moteur de fidélité chez McDo, qui sommes toujours sur le run de ce moteur avec toutes les évolutions derrière. Donc ça, on a gardé une partie de cette activité. On fait aussi pour Mercialys, pour Leader Price sur d'autres aspects, sur des moteurs un peu plus promotionnels. On a fait des apps, des middleware, enfin on a fait plein de choses. Et donc depuis 2018, un marché qui arrive plus à maturité sur le sujet du wallet, et donc 98% de nos ressources
dédié au OLED. Toutes les marques que vous voyez là, donc on travaille avec maintenant plus d'une centaine de marques qui sont vraiment effectivement en prod. On a signé entre 120 et 130 actuellement, qu'on va donc mettre en prod, et puis on continue ce trend-là depuis 2 ans. Donc ça va assez vite. C'est plutôt des grands comptes, mais c'est aussi une techno qui s'adresse à des comptes beaucoup plus petits ou moyens. Il y en a aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes ces marques, qu'elles soient grosses, petites ou n'importe quelle verticale, elles ont toutes la même problématique. Une problématique qui est liée à ce trafic exponentiel sur mobile qui ne se dément pas depuis des années et des années. Donc c'est un peu un poncif ce que je vais dire. Évidemment, le mobile est central, mais ça y est, là, dans les stats, c'est l'écran sur lequel il y a le plus d'investissement publicitaire aujourd'hui. C'est un écran qu'on déverrouille 220 fois par jour, on le touche 2600 fois par jour, on fait défiler 930 mètres d'écran avec notre petit pouce tous les jours. Donc si votre médecin vous dit que vous faites pas de sport, ben, c'est pas vrai, vous en faites au moins avec votre pouce sur votre mobile. Et puis on y passe beaucoup de temps, on y passe 26 jours par an en cumulé, hein, c'est absolument gigantesque. Donc il y a cette présence du mobile qui est énorme, qui a été d'ailleurs accentuée avec le confinement. On aurait pu imaginer qu'avec le confinement, les gens étant plus chez eux, la partie desktop ou tablette allait exploser. Ça n'a pas été le cas. C'est plutôt le mobile qui a encore pris du temps d'attention. 62% utilisent plus leur téléphone, 45% ils passent plus de 3 heures par jour. Je vous conseille d'ailleurs à chacun, pour ceux que... Bon, alors moi j'ai un iPhone, et maintenant en natif, il y a une application qui permet de voir le temps écoulé par jour sur son téléphone et par semaine. C'est assez impressionnant, pour pas dire flippant, pour employer un mot pas très joli, mais qui dit bien ce que ça veut dire. Et ce temps moyen passé de 26 à 37, et maintenant il passe à 44 jours par an en cumulé. Si on prenait le confinement sur un an, qu'on y était pendant un an, voilà en cumulé le temps qu'on passerait sur le téléphone. Donc voilà, c'est un écran sur lequel on passe énormément de temps. Depuis que le smartphone existe, depuis donc 2008-2009, il y a cette nécessité de plus en plus centrale pour les marketeurs et les entreprises de manière générale d'être présents sur le mobile des clients. Mais ce dont on se rend compte, c'est que malgré tous les canaux qui ont été développés sur mobile, les performances sont pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire par rapport au temps que les clients y passent, les consommateurs, donc nous, y passons, et par rapport aux investissements qui sont faits par les marques dessus, voilà, il n'y a pas vraiment une capacité à engager de façon très nette et très forte sur mobile. Quand on met sur le côté l'engagement et qu'on rapporte un investissement, si je prends 2 extrêmes, je vais prendre l'email qui coûte pas cher, mais par contre en termes d'engagement, c'est très faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'email. Ça veut simplement dire qu'il faut envoyer beaucoup de volume d'email pour que l'email dans la relation client ait vraiment un impact avec son client. Il y a eu toute une vague qui est maintenant terminée à peu près, rare, sont les entreprises qui n'ont pas d'email responsive. Enfin, moi je dis ça, mais tout à l'heure j'étais sur les emails de Enedis. Les emails et le site d'ailleurs de Enedis ne sont pas mobile responsive, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Mais on se rend compte que sur mobile, l'email a un taux d'engagement qui est assez basique, qui a plutôt tendance à s'effriter d'ailleurs. Si je prends un autre extrême, il y a le SMS. Et le SMS, lui, représente un investissement assez cher. Un SMS, quand on arrive à négocier du volume, une entreprise, une marque va le négocier à 3,5 centimes le SMS, entre 3,5 et 4 centimes. Donc ça veut dire, voilà, si vous voulez toucher 100 000 personnes une fois avec 160 caractères, ce que permet le SMS aujourd'hui, il va falloir débourser 3 500 à 4 000 euros pour une campagne. Le SMS, ça marche. Hein, c'est la fameuse stat, 90% de taux d'ouverture. Évidemment, hein, le SMS, tout le monde les ouvre. Donc, c'est une stat un peu trompeuse. Ce qu'il faut regarder, c'est les taux de clics sur les SMS. Et ça, les taux de clics sur un SMS, quand on met un lien, ils tombent très fort, très vite. Donc, le SMS a un impact. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas faire des SMS, mais il faut bien choisir le moment où on fait son SMS. Et c'est un peu pareil pour tous les autres canaux, où le ratio engagement-investissement n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire aucun d'eux, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les faire. Tout ce que ça veut dire, c'est que le mobile, en tant qu'écran le plus consulté, le plus regardé, c'est un mix marketing à lui tout seul. Et que donc, les armes qu'on a sur mobile, il faut savoir les utiliser à bon escient, c'est-à-dire en fonction de la marque qu'on est, en fonction du type de client qu'on a. Il faut adapter les bons canaux. Et il y a un canal sur lequel nous, pendant une période vraiment d'évangélisation pure et dure, de 2013 à 2017, on s'est pas mal, c'est pas qu'on s'est battu contre ce canal,
mais c'est qu'on a essayé de faire comprendre comment ce canal fonctionnait, parce qu'on est on est 3 fondateurs dans l'entreprise, il y en a 2 qui viennent de chez SFR et qui ont vraiment monté cette partie application chez SFR quand le mobile, le smartphone est arrivé. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez, qu'ils connaissent bien. Moi, je suis un ancien de chez McDo, où le digital n'était pas le cœur de mon activité, mais j'avais pas mal de dossiers quand même qui étaient reliés au digital et notamment à l'application. Donc j'ai bien vu aussi comment l'application évoluait chez un marchand comme McDonald's. Et ce qu'on voit et ce qu'on a vu, en fait, nous, on avance de face chez ces entreprises qui étaient très exposées avec leur application, c'est qu'en fait, 90% du temps passé sur mobile est concentré beaucoup sur les applications, mais sur seulement 5 à 7 apps d'entre elles. Aujourd'hui, ça va élargir à une dizaine d'apps. Mais ces applications, elles sont focalisées. C'est pas des applications de retailers, c'est pas des applications des marchands, c'est très très rare. C'est principalement toute la galaxie Google, toute la galaxie Facebook, donc c'est Facebook, WhatsApp, YouTube, un mailer, beaucoup d'apps sur lesquelles de services, donc ça va être des apps de transport, ça va être la banque, etc. Mais très peu des apps de retailer. Et encore ces stats, elles sont hors jeu. Le jeu est un des plus gros drivers de trafic sur le mobile. Donc le constat par rapport à ça, c'est de se dire que, et c'est ça qu'on a essayé de faire passer, le message qu'on a essayé de faire passer pendant des années, qui a eu du mal à passer, mais qui maintenant passe parfaitement, parce que les boîtes, les marques se sont pris un peu le mur de l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles se retrouvent avec un taux d'engagement de leur base de données sur leur application qui tourne entre 4 et 5% max. Quand je suis un retailer aujourd'hui, que je fais une application, quelle que soit mon activité, quelle que soit ma verticale, quelles que soient les super fonctionnalités que je vais mettre dans notre application, le nombre de rendez-vous qu'on a fait avec des boîtes, accords, pour ne pas les nommer, qui sont vraiment très symptomatiques de ça et qui sont en train de se mettre enfin en wallet, des Sephora, des Air France, qui sont maintenant des clients, pas Sephora encore, mais Air France, oui, et qui ont vraiment énormément appuyé leur stratégie mobile, digitale sur mobile, et qui l'ont fait, qui se disaient en fait qui se disaient mobile first pendant toutes ces années, mais qui en fait étaient app first, et vraiment canalisaient tous leurs efforts sur l'application, mais en faisant ça, ils ne se rendaient pas compte qu'en fait, ils parlaient fondamentalement à uniquement 4 ou 5% de leur base de données, alors que tout le reste de leur base de données, tout le reste, même sans parler de la base de données, mais tout le reste de leurs clients avaient un smartphone. Et donc, ils rataient une audience fondamentale sur le mobile en focalisant tous leurs investissements sur l'application. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'app, mais ça veut dire qu'il faut être diligent sur ces investissements et pas tout mettre dans l'application, penser aussi aux autres canaux et donc au wallet sur lequel je vais venir pour vous expliquer concrètement comment ça marche et comment ça fonctionne. Une autre stat qui est assez parlante sur les applications, au bout de 90 jours, seulement 5% des utilisateurs restent actifs et ça reste dans cette dynamique-là que je vous indiquais où beaucoup d'invest est fait sur l'app, en développement, beaucoup d'invest humains, il faut du contenu chaud, enfin voilà, une app c'est un sacerdoce, c'est vraiment compliqué. Quand c'est bien fait, c'est génial. Mais le reach est assez décevant souvent. En revanche, les 5% qui restent, c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui ont besoin d'impacts sophistiqués, qui génèrent du chiffre d'affaires. Donc, l'application est idéale pour traiter ces personnes-là, mais on ne peut pas se concentrer que sur ces personnes. Le wallet, comment ça marche, ce qui est assez intéressant, donc je vois la question de Michael sur est-ce que ça peut être complémentaire d'autres outils, l'app, le SMS, email, etc. Évidemment. Et d'ailleurs, ça s'appuie au début sur les autres outils. C'est ça qui est assez intéressant. Et ça vient totalement en complément des autres outils. Petit à petit, je vais répondre à ces questions au fur et à mesure. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le repréciser dans les questions. Je fais juste un petit rappel sur qu'est-ce que c'est que le wallet, comment ça marche, sur quoi nous on s'appuie. Donc nous on s'appuie sur les wallets natifs, c'est les wallets d'Apple et de Google. On les appelle natifs dans le sens où ils sont pré-embarqués sur le téléphone. Donc, quand vous achetez un iPhone aujourd'hui, que ce soit dans le monde, il y a un bundle d'applications qui est déjà préinstallé sur le téléphone. Il y en a certaines que vous pouvez supprimer, d'autres que vous ne pouvez pas supprimer. Et dans ce bundle d'applications qui existe déjà pré-embarqué et que vous ne pouvez pas supprimer, il y a le wallet. Et le wallet, il permet deux choses. Sur Apple et sur Android, c'est la même chose. Je termine, sur la présentation du wallet. Sur Android, c'est la même chose. Ça s'appelle Google Pay. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ça va devenir la même chose.
Android, vous savez, le parc Android est beaucoup plus éclaté que Apple. Il y a plein de versions différentes. Et puis Android, ça marche sur plein de terminaux différents. Néanmoins, il y a une sous-couche Android qui existe sur tout ce qui n'est pas iOS, en gros. Et cette sous-couche comporte et va commencer à comporter courant 2021 de façon native aussi le wallet d'Android qui s'appelle Google Pay et qui va permettre aussi de dématérialiser du contenu. Je précise bien du contenu et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, il y a la pluralité, il y a une variété de use cases extrêmement importante qu'on peut faire avec le wallet et vous allez comprendre avec l'approche qu'on a. Donc, il y a 2 features principales sur le wallet, qui est la première, qui est cette capacité de dématérialiser les cartes de paiement. Donc ça, c'est Apple Pay, le fameux Apple Pay, qui commence à prendre une ampleur extrêmement importante à peu près sur tous les marchés. Ils traitent plusieurs dizaines de milliards de paiements maintenant par an. Ils multiplient leurs chiffres par 3 ou 4 chaque année. Ils sont dans la plupart des métros et des réseaux de transport de la plupart des grandes villes du monde. Ils ont officialisé leur entrée en négociation Apple avec la RATP pour donc avoir maintenant ses tickets, ses Navigo dans le wallet et donc rentrer dans le métro juste en posant son téléphone sur les bornes. Donc voilà, c'est quelque chose qui se massifie. Cette partie paiement, dématérialisation du paiement, c'est pas quelque chose que nous on traite chez Captain Wallet. On n'est pas une fintech, on n'est pas là pour orchestrer des paiements. Cette partie paiement, elle est extrêmement sécurisée, particulière et propre à Apple et à Google qui deal avec Visa, Mastercard, les providers de TPE, etc., etc. Mais nous, on se sert en fait de ce trafic qui est de plus en plus important pour utiliser la deuxième fonctionnalité qui est cette capacité à ce qu'on appelle à créer des passes, c'est-à-dire à dématérialiser sous forme donc de passes, qui sont, c'est rien d'autre que des cartes en fait, un truc au format de carte. La capacité donc à dématérialiser des passes et sur ces passes on peut mettre n'importe quel type de contenu. Donc évidemment beaucoup pensent à billets de train, tickets d'avion, billets d'avion qui ont été les premiers en fait à utiliser le wallet. Mais sont venus ensuite avec des acteurs comme nous la dématérialisation des cartes de fidélisation. Et puis petit à petit nous on a fait évoluer aussi les cas d'usage où en fait on est en capacité de mettre comme contenu sur un pass n'importe quoi. Donc une entreprise qui n'a pas, une marque qui n'a pas de programme de fidélité, si elle ne fait par exemple que des offres, elle peut tout à fait dématérialiser juste ses offres sur le wallet. Si elle n'a même pas d'offre et pas de programme de fidélité, faut savoir, enfin on sait tous, une marque a toujours de quoi communiquer à son client, donc elle va faire quoi? Des invitations, elle va présenter des nouvelles collections, des nouveaux produits. Il y a toujours une raison de faire ajouter un pass au wallet de son client. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant pour la marque. C'est intéressant pour la marque parce qu'une fois qu'elle a fait dématérialiser un contenu, quel qu'il soit, dans le wallet, ce que propose la valeur ajoutée de Captain Wallet, c'est de pouvoir changer le contenu de ce pass, donc le faire évoluer avec le temps, donc au fur et à mesure du plan marketing de la marque. Il y a des temps forts qui allaient cool tout au long de l'année. On peut les relayer comme elle le ferait par email ou par SMS sur le wallet. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mise à jour, on peut la mettre en avant auprès du client final via des push notifications. Donc en fait, ça fait un peu, ces push notifications, elles peuvent être soit programmées dans le temps, vous décidez de la faire le samedi à 11h et la répéter le mardi à 13h, ou elles peuvent être déclenchées de façon géolocalisée. Donc à l'approche d'un point de vente, par exemple, si vous avez un point de vente. Donc l'idée, c'est de trouver le meilleur moyen de donner envie à son client de sauvegarder quelque chose dans son wallet. D'ailleurs, nous, on ne parle pas de sauvegarder quelque chose dans son wallet parce que le wallet, ça ne vaut pas grand-chose la plupart du temps. Donc, on a pas mal bossé, enfin, au fur et à mesure, finalement, ça fait quand même 7 ou 8 ans qu'on fait. Donc, on a toutes les best practices qu'il faut. Mais on parle d'ajouter quelque chose à son téléphone. On s'appuie sur le service, en fait, que ça rend au client. Et une fois que vous avez fait ajouter quelque chose qui est utile à votre client dans le wallet, donc c'est qui en fait son pass à lui personnalisé au nom de votre marque avec les infos propres à la marque, à votre marque et à votre client, et ben on peut le mettre à jour, l'animer ad vitam, tant qu'il ne le supprime pas évidemment, mais vous verrez que peu de gens le suppriment, c'est ça qui est assez intéressant.
On a sur ces wallets, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la capacité donc de faire dématérialiser un peu ce qu'on veut, hein. Très souvent, on va avoir des prospects qui disent « Ouais, moi, j'ai pas de programme de fidélité, donc je peux pas utiliser wallet ». Faux, nous leur répondons, parce qu'en fait, évidemment, un use case, c'est évident, c'est la dématérialisation de la carte de fidélité, parce que ça, c'est super évident, on évite le plastique, on évite le papier. Nous, ça a commandé aux fondations de cette entreprise aussi au début, ce côté très RSE, vachement écolo, où nous, on voyait très bien chez les marchés qui ont travaillé ou avec qui on travaillait, où vraiment, c'était totalement absurde, tout le plastique qu'il fallait pour créer ces cartes, tout le papier qui était gaspillé et qui n'était jamais utilisé. On est vraiment parti de ce use case fondamental. J'ai jamais sur moi quand il faut, donc je peux jamais en profiter, donc c'est hyper déceptif. Et deuxièmement, voilà, trop de plastique, trop de papier pour jamais s'en servir, c'est quand même absurde. Donc on vraiment s'inscrit dans ce mouvement de dématérialisation qui existe à plein d'autres niveaux dans la société aujourd'hui et qui est hyper positif. Et donc, ouais, évidemment, carte de fidélité, mais donc comme je disais tout à l'heure, des offres, des reminders, on peut acquérir des nouveaux clients, on peut pas forcément travailler sur sa base de données uniquement pour les inciter à aller sur un autre canal qui est le wallet, mais aussi tout ce qui est serviciel, on peut dématérialiser des IRESA, des click and collect, des tickets, des badges. L'idée, à chaque fois, c'est de trouver quel est, en fonction de vos clients, des entreprises avec lesquelles vous allez vous travailler, quel est la meilleure raison, le meilleur moment, le meilleur service qu'on peut rendre à son client pour qu'il ait envie de dématérialiser quelque chose dans son wallet. Et une fois qu'il fait cet acte de dématérialisation qui est hyper simple, je vais vous montrer au travers des exemples, vous êtes dans le mobile, la marque a une présence dans le mobile de son consommateur et peut donc dérouler des messages avec lui et l'inciter voilà, à se rendre en magasin, à se rendre sur le site web en fonction de ce qu'il peut lui offrir ou tout simplement lui rendre des services. La façon dont ça se passe, et je vais venir sur ce qu'on peut, je vais détailler un peu ce qu'on peut mettre sur un wallet et comment on peut changer le contenu. D'abord, on commence par une première étape qui est comment je fais ajouter en fait un pass dans un wallet. En fait, c'est un lien. Et comme c'est un lien, on peut le mettre absolument partout. On peut le mettre online, on peut mettre un lien dans un SMS, dans un email, sur un site web, derrière une banner sur un réseau social, etc. Partout, on peut mettre un lien ce lien le rediriger vers une landing page qu'on va un peu oublier et zapper. Et bien là, on va avoir ce lien qui va rediriger directement vers un pass que je peux ajouter dans le mobile. Et si c'est un lien, on peut aussi en profiter offline, c'est-à-dire dans la vraie vie, quoi, dans les magasins, et notamment derrière un QR code qu'on peut imaginer sur une PLV, ou derrière en posant son téléphone sur une puce NFC qui pourrait être dans une PLV aussi. Il y a d'autres parcours qui sont faits aussi avec Apple, avec Google, où quand on paye avec Apple ou avec Google, avec le NFC, on peut avoir des mécaniques où la marque peut aller proposer, du coup, profiter de ce moment-là, proposer une carte de fidélité, une offre, bref, de créer une présence dans le wallet. Mais la première étape, hyper importante, c'est de poser ce lien sur l'écosystème existant de la marque. Je réponds un peu à la question de tout à l'heure, est-ce que c'est complémentaire de l'app, de WhatsApp, etc. Évidemment, on se sert de ces points de contact déjà existants de la marque pour proposer ce nouveau service qui est de dire, maintenant, vous allez voir des exemples, sauvegarde ta carte sur ton mobile en 2 clics. Je reviendrai sur les chiffres après, je vais rester sur l'expérience. Ok, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je vais prendre des use cases très concrets qui sont, par exemple, sur les cartes de fidélité. Là, on travaille aujourd'hui beaucoup avec Intersport. Et Intersport, typiquement, ce que vous voyez sur le premier écran, c'est leur email. Un email qui est un email dédié en l'occurrence, c'est-à-dire qu'ils envoient un email à toute leur base de données où ils disent nouveau, maintenant dématérialise ta carte sur ton mobile en 2 clics. On ne parle pas de wallet, on parle d'un service, on joue sur cette appétence au service et qui dit dématérialise, sauvegarde, ajoute ta carte à ton mobile. Okay, tout l'email que vous voyez ici est cliquable et une fois qu'il clique dessus, ça c'est un parcours Android. Ça va, il y a 1 ou 2 clics d'étape entre les 2 écrans. Mais in fine, on arrive sur cette phase où ça crée donc la carte
dans Google Pay, qui renseigne toutes les informations du consommateur. Comment on nous a ces informations? C'est-à-dire que quand la personne a cliqué sur le lien, nous, dans ce lien appelle le SI de la marque, donc très souvent son CRM ou son moteur de fidélité. On a des connecteurs déjà préétablis avec beaucoup d'acteurs du marché, que ce soit des Salesforce, des Adobe, des Actito, des Selligent, des Comarch, des Majorel, voilà, avec tout ce qui fait du CRM, de la feed et de la data. Et quand on clique sur ce lien, on les interroge et on récupère les informations propres à cette personne-là et on crée à la volée cette carte avec donc le nombre de points, le bon code barre, etc. Et qui permet donc à la personne, au client final, d'avoir sa carte dans son mobile. Et carte qui, donc, une fois qu'il a ajouté, peut être animée au fur et à mesure du parcours de la marque avec des notifications et des mises à jour de la carte. Même exemple, une fois que vous avez compris la mécanique une fois, hein, c'est toujours la même chose, c'est super simple. Même exemple avec Etam, email dédié, nouveau, ta carte sur ton mobile en 2 clics, toujours un parcours Android qu'on peut voir ici. Ça ajoute la carte au format Android, pareil avec des informations propres à la personne et mise à jour avec une notification. Comment se fait la mise à jour, le changement du contenu ou la notification? Elle se fait via notre plateforme. Nous, on a une plateforme, hein, donc en gros, vous l'avez compris, on est entre les API d'Apple et de Google, auxquelles notre plateforme est branchée, et nous, on va brancher notre plateforme aux marques pour que du coup, elles puissent, depuis notre plateforme, tout simplement designer la carte qu'elles veulent voir dans le mobile de leurs clients au format Apple et au format Android. Et puis, une fois que les gens commencent à télécharger des cartes, être en capacité de les animer en envoyant des notifications, en décidant de les envoyer à tel ou tel moment, en changeant le contenu de la carte, et ainsi de suite. En fait, la façon qu'il faut nous envisager, c'est on est un routeur. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui connaissent MailChimp, Sendinblue, MailJet, etc. Tous ces routeurs de mail. Bon, ce qu'ils proposent comme service, c'est un module où je peux designer mon email assez joli avec ce qu'on appelle du drag and drop. Hein, je mets tel module pour mettre telle photo, tel texte, etc. Et puis, une fois que vous avez fait votre joli email, vous importez un segment sur la plateforme et puis vous envoyez le mail et cette plateforme, elle est en charge de faire en sorte que le mail il arrive au bon endroit, de la manière la plus propre possible, elle bosse sur la délivrabilité, etc. Donc ça, c'est des routeurs d'email. Il y a pareil pour des routeurs d'SMS. Et nous, on est exactement pareil, mais on est dédié au wallet. Et on le fait sur le wallet. On a monté cette boîte et poussé depuis 7 ans pour ça, parce que ce dont on se rend compte, et ce sur quoi je suis passé assez vite, c'est qu'en fait, le wallet apporte à toutes ces marques un incrément de chiffre d'affaires qui est considérable. Il leur permet, notamment sur les mécaniques qu'on vient de voir, hein, si je reviens un petit peu sur Intersport et puis sur Etam, je m'attarde 2 secondes sur les chiffres, mais c'est quand même des chiffres qui sont assez hallucinants, et c'est pour ça que depuis 2 ans, ça marche bien. Chez Intersport, quelqu'un qui est walletisé, donc qui a ajouté sa carte à son mobile, c'est quelqu'un qui va générer 35% en plus de chiffre d'affaires. Tout âge confondu. On a fait un test assez intéressant chez Intersport. Ils ont 10 segments d'âge dans leur base de données et le wallet correspond exactement aux 10 tranches d'âge qu'ils ont, c'est-à-dire que c'est indifférent. J'ai 15 ans ou j'ai 65 ans chez Intersport, on a exactement les mêmes pourcentages d'ajout, les mêmes pourcentages de couverture du wallet sur Intersport. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de problématique d'âge. On l'a vérifié chez d'autres marques comme Grand Malice, etc. Donc, on est sur une plus-value sur le chiffre d'affaires, enfin, un ajout, un impact en fait sur le chiffre d'affaires qui est très important. Là, on a 2 stats chez Intem, mais en fait, il y en a plein d'autres. Mais c'est un panier moyen qui augmente de 8,7%. C'est une fréquence d'achat pour les walletisés qui augmente de 32%. Et chez ces marques-là, vous allez voir toutes les marques avec lesquelles on travaille, on est toujours dans ces ordres-là d'incrément sur deux statistiques principales qui sont et qu'on monitore avec les marques, qui sont la fréquence d'achat et le panier moyen. Le wallet, il a un impact hyper net
là-dessus à chaque fois. Et c'est ça qu'on va chercher, hein. Nous, c'est ça qu'on vend. On vend évidemment le fait que on dématérialise quelque chose. Donc, on apporte un service au client. On participe aussi à cet élan qui est moins de plastique, moins de papier, c'est quand même dommage. On apporte ce service au client et on apporte un nouveau canal à la marque qui lui permet d'être en phase avec les usages de ses clients parce que je suis au cœur du mobile, j'envoie des notifications, j'ai pas eu à faire télécharger une application. En 2 clics, je me retrouve dans le mobile et j'envoie les messages principaux. Dans le cadre du programme de fidélité, c'est assez normal en fait que un client ait accès à ça. Et d'ailleurs, l'exemple de Decathlon, il est intéressant. Pourquoi Decathlon a mis le CTA Wallet. Là, c'est assez intéressant. Et on le fait de plus en plus avec de plus en plus de marques. C'est comme ça qu'on fait du volume. Il l'a mis dans le mail sur les mots de passe oubliés, dans les mails post-achat. Ils font aussi des emails dédiés, mais ils l'ont mis dans plein de mails transactionnels. En fait, c'est des milliers de mails qui sont envoyés tous les jours parce que sur un programme de fidélité, fondamentalement, quand j'ai une interaction 2, 3, 4 fois par an avec la marque, ce qui est la majorité des retailers aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que les clients ne téléchargent pas leur application, parce que quand je viens 2, 3 ou 4 fois avec une marque, concrètement, je m'en fous de leur application. Le wallet, il est pile dans le bon équilibre. Il n'est pas envahissant, il va dans une application qui existe déjà, et il me fait accéder à des informations fondamentales qui sont une dette de la boîte envers le consommateur. Le nombre de points que j'ai chez Decathlon, chez Intersport, c'est une dette qu'a Intersport ou Decathlon vis-à-vis de moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est que je dois me souvenir du login mot de passe pour accéder dans l'espace personnalisé, ou alors je dois télécharger l'application qui va prendre de l'espace sur mon téléphone. Pareil, login mot de passe, blablabla, etc. Et donc pour arriver juste à voir le nombre de points que j'ai, c'est la croix et la bannière. Alors que là, hyper simplement, en 2 clics, j'ai la carte dans une app qui est déjà préinstallée, donc ça me rend service, j'ai moins de plastique, moins de papier, et ce qui est génial pour la marque, c'est que là, elle sait qu'elle a un canal qu'elle va pouvoir animer de façon ultra simple. Donc soit elle l'anime via notre plateforme, et elle dit, bon bah voilà, il a téléchargé la carte qui est rouge le lundi, bah moi j'ai fait une campagne, je veux qu'elle devienne bleue le mercredi en annonçant moins 10% sur tel ou tel produit. Ça se fait depuis notre plateforme. Il change les cartes sur Apple, sur Google, et il cible les personnes à qui il va envoyer la notification et sur lesquelles il veut shooter cette nouvelle campagne. Et de facto, en temps réel, la carte se met à jour et évolue au fur et à mesure du temps. Ok ? Je regarde un petit peu les questions que vous avez, comme ça je fais le croisement. Combien d'informations pouvez-vous afficher aux clients sur Wallet? Donc, je vais détailler quelques cartes. Je vais vous montrer, par exemple, voilà, une carte typique sur Apple, elle ressemble à ça. La carte du milieu. Donc là, on est chez Léon de Bruxelles. Léon de Bruxelles, ils n'ont pas de carte de fidélité. Enfin, là, c'est un exemple. Ils ont une carte de fidélité. D'ailleurs, on dématérialise aussi leur carte de fidélité. Mais là, c'est un exemple sur des offres. Par exemple, à une époque, ils n'avaient pas de carte de fid et ils dématérialisaient pas leur carte de fidélité. En revanche, toutes les offres de moins 15%, moins 5% sur l'addition, les moins 15% offerts sur tel ou tel plat, tout ça, tous les emails qui shootaient ce type d'informations avaient leur call to action, sauvegarde ton offre sur ton wallet. Beaucoup plus simple. Et une fois que l'offre était sauvegardée sur le wallet, ils avaient la capacité de relancer via push notification. Et c'est là, en fait, où il y a une efficacité qui est beaucoup plus importante. Là, on le voit, hein, plus 20% de transformation en restaurant pour les clients walletisés. Pourquoi? Parce que au lieu d'envoyer un SMS qui coûte cher ou un mail qui n'est pas lu, là, ils peuvent envoyer une notification, 2, 3. Hein, la répétition, c'est la clé, on le sait. D'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup de marchands aujourd'hui n'ont même pas activé leur serveur de notif sur leur application. C'est-à-dire que les gars, ils font une application, mais ils activent même pas le serveur de notif. Pourquoi? Et c'est assez hallucinant. C'est parce qu'ils ont des stats de churn qui sont tellement forts sur leur application qu'ils n'osent pas. Une notification, ça coûte cher. Ils n'osent pas envoyer une notif de peur d'être désoptiné ou supprimé. Bon, c'est quand même un peu absurde comme situation. Là, le wallet, ça demande aucun dev. Ça demande un dev de setup au début pour pouvoir accéder au SI de la marque. C'est des setups qui durent entre, ça peut aller de 3 jours à 3 semaines, 5 semaines, si le use case est un peu compliqué avec pas mal de fils, de triggers et tout. Ça, on voit un peu au cas par cas. Mais si c'est que de l'offre, par exemple, moi, j'ai juste le lien, il se crée sur la plateforme.
La marque, elle a juste à le mettre sur ses points de contact, email, SMS, web, où elle veut. Quand je clique dessus, ça va générer une carte. Super simple. Et après, elle anime depuis la plateforme. Donc, les notifs, on peut tenter et on se rend compte que quand on notifie, pas comme des bourrins, surtout pas tous les jours, etc. Mais si j'ai une offre qui dure 3 semaines, en gros, je vais faire 3 notifs. Mais ça sera toujours beaucoup plus efficace que l'email ou beaucoup plus efficace que juste un SMS au début. Et ça, cette clé-là, elle est absolument essentielle et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des belles stats. Ce qu'on affiche sur une carte, c'est ce qu'on peut voir là. Très souvent, de manière générale, le logo en haut à gauche, du texte en haut à droite, qui peut être séparé en 2 petits blocs horizontales. Il y a toujours au milieu, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais une créa. Hein, donc là, c'est la photo avec le bol de frites et de moules et le moins 15%. Cette photo peut changer, le texte peut changer, la couleur du fond de la carte peut changer. Et le texte qui est en dessous de la photo qu'on voit ici peut être séparé aussi en plusieurs blocs. Et on voit, on peut changer à volonté. Et notre plateforme, elle est là pour ça. Elle est là pour, de façon ultra simple, en 2 minutes, changer tout le contenu de la carte. Et je ne sais pas si on va le voir sur d'autres exemples qu'on montre, mais il y a sur Apple un verso à la carte, verso sur lequel on ne peut pas ajouter d'image, mais sur lequel on peut ajouter autant de texte et de liens qu'on veut. C'est hyper important parce que le lien, c'est ça qui fait le direct to web. Et très souvent, on travaille beaucoup avec certaines marques qui veulent générer du trafic. On a beaucoup en point de vente. Ces temps-ci, c'est un peu plus chaud, mais beaucoup sur le web. Et là, on travaille beaucoup pour renvoyer les clients au dos de la carte sur Apple qui cliquent sur les liens et qui redirigent vers le site. Le wallet, un pass dans un wallet, permet d'afficher du contenu de façon, on va dire, succincte, hyper efficace, hyper directe. C'est un gabarit qu'il faut respecter. Comme une pub Facebook. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez pas mettre une pub Facebook, la créa où vous voulez ou le texte où vous voulez. Il faut respecter un gabarit. C'est exactement pareil pour Apple et pour Google. C'est la même façon quand vous développez une application. Il y a beaucoup de choses à respecter. Là, c'est pareil. Il faut qu'on respecte un certain gabarit. La plateforme est faite pour ça, pour le faire de façon super simple. Et on joue avec ce gabarit-là. Et notre job, en fait, fondamentalement, c'est ni plus ni moins que la marque avec laquelle vous bossez a déjà une communication sur le moins 15% sur tel plat chez Léon de Bruxelles. Elle va le shooter via email, elle va le shooter sur son application, elle va l'afficher sur ses réseaux sociaux. Nous, on prend exactement la même info et on la met au format wallet, tout simplement. Et l'intérêt de ce canal, c'est qu'il est beaucoup moins cher que du SMS, mais il est juste 10 fois plus efficace. Est-ce qu'il faut une carte différente par scénario dans le téléphone du client ou une marque peut en avoir plusieurs? C'est une bonne question. Alors, il y a 2 philosophies par rapport à ça. En général, ce qu'on pousse, c'est une seule carte parce qu'il faut faire télécharger quand même cette carte. Hein. Ça, on ne peut pas créer de facto une carte dans un wallet. Heureusement, hein, sinon le truc serait déjà mort. Hein. Je pense que toutes les marques s'amuseraient à créer des trucs dedans. Il faut vraiment, c'est un outil qui est à la main du consommateur. C'est lui qui décide d'ajouter un pass dans un wallet. Et d'ailleurs, c'est lui qui décide aussi de le supprimer. Je ne peux pas le supprimer à distance. C'est lui qui décide de se désoptiner. C'est très différent, typiquement, quand je suis dans une base de données email ou SMS, où je dois, moi, consommateur, écrire à la marque pour leur demander de bien vouloir supprimer mes données en base de données. D'ailleurs, une fois sur 2, ça marche pas. D'ailleurs, il y a un vrai business à monter là-dessus. Là, c'est vraiment le consommateur qui, au dos de la carte ou en bas de la carte, décide de se désoptiner, de supprimer la carte. C'est vraiment totalement à sa main. Évidemment, nous, on le monitor, on voit qui est in, qui est out. Et c'est comme ça qu'on voit qu'on a du volume ou pas. Et donc, ce qu'on recommande, c'est que il faut faire télécharger cette carte. On a cette carte qui est sur le wallet. La force, c'est qu'on l'a fait télécharger une fois, mais qu'on peut le mettre à jour régulièrement. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de dire, OK, tu as fait télécharger une fois, profites-en, t'enchaînes les mises à jour dessus. Mais il y a des boîtes qui disent, non, attends, moi, je veux ma carte de feed d'un côté et je fais télécharger des cartes d'offres à côté. Et oui, une marque peut avoir plusieurs cartes. Le seul truc, le risque auquel elle s'engage, c'est qu'à chaque fois, elle doit faire télécharger une nouvelle carte. Ce qui est un peu, ça tue un peu l'avantage fondamental qui est, je télécharge une fois et après, je suis dedans et ad vitam. Et c'est ça qui est quand même intéressant. J'appuie sur les votes pour savoir parce qu'il y a des questions qui sont posées. Donc, je prends les questions qui sont les plus votées. Et donc, il y a une agilité on peut changer le contenu à volonté.
en passant par notre plateforme. Et donc, il y a une agilité, mais en restant toujours dans le cadre du gabarit imposé par Apple. Typiquement, là, vous voyez un QR code en bas à scanner. Si je veux mettre une image à la place du QR code, c'est pas possible. Cette partie de la carte est réservée à un code barre ou un QR code. Si j'ai pas de QR code ou de code barre, et par exemple, on bosse pour des marques dans le luxe, genre Dior, Chanel, Guerlain, etc. Bon, elles font pas trop d'offres ou de choses comme ça. Donc, il n'y a pas de code barre. Donc, on ne met juste pas de code barre. Là, la partie base de la carte reste vierge et elle véhicule un message Kali sur le dessus, au dos de la carte pour rediriger vers d'autres espaces vers d'autres comment dire, points de contact de leur univers de marque, quoi. Ça peut être le site, ça peut être le point de vente, etc., etc. Je suis passé un peu vite sur certaines parties. La première partie que je vous ai montrée, c'est la dématérialisation d'un programme de fidélité. Donc là, je travaille vraiment sur une carte de fidélité que je dématérialise. Et là, quand je parle de Picard, ou quand je parle de l'ISAC, ou quand je parle de Léon de Bruxelles, là, je suis plus sur des mécaniques vraiment d'offres. C'est-à-dire que c'est pas une carte de fidélité que je dématérialise, ce sont une offre. Il faut bien comprendre, par exemple, Picard, ça fait longtemps qu'on bosse avec eux, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Et avec eux, on dématérialise pas encore la carte de film. Ça va arriver, enfin. Mais ça fait des années qu'on dématérialise leur offre 2,50 € de réduction immédiate pour 25 € d'achat, ce genre d'offre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'un client final qui le dématérialise une fois sur Wallet, après, nous, on met à jour toutes les offres que Picard veut pousser sur Wallet. Donc, ils ont un espèce de parc de plusieurs centaines de milliers de personnes. Hein. C'est beaucoup de monde. C'est bien plus que l'application. Et qui, toutes les 3 semaines ou mois, se voit rafraîchi avec des segments en fonction des offres que vous avez envie. Parfois, on a plusieurs, 7, 8, 10 segments. Hein, chaque carte est personnalisée, chaque carte a son propre ID. Donc, on peut mettre à jour au one by one, un pour parler français. Et on peut donc faire des segments ou mettre à jour une seule personne. Mais une fois qu'on a téléchargé une offre, on peut dérouler plein de scénarios sur cette carte avec de la notification et de la mise à jour. Même mécanique, vous l'avez compris, après pour Léon de Bruxelles ou pour l'ISAC, où là, l'intérêt de l'ISAC, c'est qu'on a mis en fait une dimension de parrainage où l'ISAC envoyait une offre à les personnes qu'elle connaissait en base de données, mais à leur proposer de profiter d'une offre plus importante si elles partageaient ce pass une nouvelle fois. 2, 3, 4, 5 fois. Et nous, on a la capacité de traquer ça. On a mis en place tout un parcours et qui fait qu'on voit s'il y a 4 ou 5 filleuls. S'il y a 4 ou 5 filleuls, on met à jour avec une nouvelle bonification la carte du parrain et on traque aussi ce que font les filleuls avec cette carte. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de viraliser des offres. Ça permet d'avoir pour la marque un impact sur le téléphone qui est là où sont les clients, mais surtout, une fois qu'elle y est, nous, cette base, on la travaille petit à petit et on dit à l'ISAC, voilà, tu avais 5000 personnes en base avant cette opération, maintenant on en a 50 000 qui vont servir pendant cette opération, mais sache que les 50 000, comme il n'y a pas de churn, comme personne supprime les cartes, on a 10% de churn, donc c'est rien du tout, et tu peux réactiver cette audience à volonté pour d'autres offres ou pour d'autres collections ou services que tu as envie de pousser. Léon, on en a déjà parlé. Assez intéressant le cas de Jennifer, parce que Jennifer, on pourrait pas croire comme ça, mais déjà, ils n'ont pas de programme de fidélité et ils font très peu d'offres, en fait. Par contre, ils ont une ligne éditoriale qui est très dense. Ils ont beaucoup de collaborations, beaucoup de collections, beaucoup d'événements. Et donc, le wallet, chez eux, ils s'en servent énormément. Ils l'ont mis un peu partout et ils ont développé une communauté sur Wallet qui est assez importante, qu'ils animent avec des notifications régulièrement et des mises à jour du pass, des mises à jour du contenu du pass en fonction donc de l'actualité marketing de la marque. Et on a commencé à faire avec Jennifer ce qu'on maintenant déploie chez beaucoup de clients, c'est-à-dire qu'on réactive des inactifs. En fait, le Wallet, c'est considéré comme un service. En soi, c'est pas une promotion. Ce qui fait que vous devez le voir chez vos clients, très souvent, la moitié des bases de données sont inactives ou non segmentées. Notamment après le RGPD, nous, on a halluciné. Le cut qui a été fait dans les bases de données, le nettoyage qui a été fait est assez impressionnant. Et puis, ce qui est toujours assez impressionnant aussi et marrant, enfin, nous, ça nous fait marrer quand on discute avec les marques,
On leur demande, nous, on a besoin de savoir un peu le volume auquel on s'adresse. Donc voilà, on dit quelle est la taille de ta base de données. Alors très souvent, c'est ouais, j'ai plein de monde, j'ai 2 millions de personnes. Ok, tu as 2 millions de personnes, tu as combien d'actifs dessus? Ah, les actifs? Non, là, j'en ai, actifs, j'en ai 1 million, allez, 1 million 100. Déjà, bim, la moitié en moins. Ok, et sur ce 1 million, toi, un actif, pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est, ceux qui trichent un peu, c'est un achat tous les 18 mois ou à l'année, ou il y en a qui sont un peu plus sérieux, qui vont, un actif, c'est quelqu'un qui a 3, 4, 5, 6 mois. Et puis après, il faut aller chercher, on continue en entonnoir. Ok, mais tu as combien d'opt-in en fait, mail sur cette base? Ah ouais, d'opt-in email, non, là je suis à 600 000 plutôt. Donc en fait, les bases de données, quand on parle base de données avec les clients, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour savoir quelle est la partie que je peux vraiment activer. Et on se rend compte très souvent qu'il y a une grosse moitié qui est inactive en fait. Et cette partie de la base de données, on peut aujourd'hui leur envoyer des mails, on peut toujours envoyer des mails qui mettent à jour le compte ou proposent d'accéder à la marque de façon différente. Et le wallet fait partie de ça. Et donc, ces temps-ci, ce qu'on fait pas mal, c'est que sur ces grosses bases, ces grosses parties de bases de données inactives, on envoie un email et qui propose d'ajouter le wallet et de dire, voilà, nouveau mode d'interaction avec ta marque. Et ça marche vachement bien. On réactive beaucoup de gens avec le wallet, des gens qui sont opt-out aux emails promotionnels, opt-out aux SMS, qui donc, comme ils sont dans la base, peuvent recevoir les emails de service. Dans ces emails de service, il y a un email sur le wallet et qui marche bien. Ce qui fait que la marque retrouve en fait une partie de sa base de données qu'elle peut réactiver via le wallet, sachant que le wallet est le canal qui a le plus de récurrence et de panier moyen par rapport à tous les autres canaux d'une marque. J'ai parlé du Drive to Web tout à l'heure, hein, évidemment. Le wallet, ça sert aussi bien en Drive to Store qu'en Drive to Web. Il y a une majeure quand même sur le Drive to Web. Un truc qui est assez intéressant avec le wallet, c'est qu'il marche offline. Le wallet, c'est pas comme un site ou une app. C'est-à-dire quand je vais dessus, il se réveille, il va appeler le serveur pour se mettre à jour et il affiche le contenu. Non. Le wallet, il est mis à jour par batch quand on décide d'envoyer une notif ou de mettre à jour le contenu. Une fois qu'il est à jour, il est à jour. Il va pas changer si nous, en tant que plateforme, on ne le sollicite pas. Ça veut dire que ce qui arrive souvent quand on est dans des malls, dans des centres commerciaux qui captent pas hyper bien, vous aurez toujours votre carte qui est à jour. Même s'il n'y a pas de réseau, la carte sera toujours à jour, quel que soit le contenu qu'elle affiche. Et ça, c'est assez intéressant pour pas mal de marques. On a aussi des exemples qui sont ce dont je vous ai parlé jusque-là, et ça, je tiens vraiment à ce que vous fassiez bien la différenciation. En tout cas, que vous la compreniez bien. D'ailleurs, c'est une différenciation qui est à l'image de l'organisation de toutes les entreprises aujourd'hui, donc un peu du monde digital aujourd'hui. C'est dans une boîte, il y a toujours toute l'équipe qui va s'occuper de la partie CRM, rétention, quoi, comment je travaille sur ma base de données. Et puis après, il y a toute l'équipe qui va s'occuper de l'acquisition des nouveaux clients. D'ailleurs, en général, le budget, il est toujours hyper déséquilibré entre les deux. Il y a 80% du budget qui part en acquisition parce que ça coûte super cher. Et puis, il y a 20% qui reste sur la partie CRM. Ce qui, en soi, est un peu une aberration parce que quand on voit la taille des bases de données, ce que je viens de dire dessus, c'est quand même des mines d'or aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça coûte en moyenne 7 fois moins cher que sur l'acquisition. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur les bases de données. Donc, nous, on va voir les clients en général en disant, écoute, le truc le plus simple aujourd'hui, c'est tu bosses sur ta base de données, tu la walletises au maximum. En gros, vous ayez en tête, en un an, on walletise, désolé pour ce nouveau mot pas très joli, mais on walletise 15 à 20% de la base de données d'un client. C'est beaucoup, hein. Ça veut dire que quand tu as 15 ou 20% de ta base de données qui est sur wallet, qu'en moyenne, ils augmentent leur récurrence d'achat de 20% et leur panier moyen de 15%, il y a un impact sur le chiffre d'affaires qui est très fort. Donc, on lui dit le plus simple, c'est tu connais tous ces gens-là, tu peux leur envoyer des mails, du SMS, tu le mets sur ton site, sur Espace Connecté, etc. Walletise-les. Donc ça, nous, on sait faire, on accompagne vachement la marque ou l'agence qui bosse avec la marque pour les aider à le faire. Mais après, il y a la partie acquisition. Et dans ce monde de l'acquisition, le wallet peut aider à aller chercher des nouveaux clients. Et en fait, ce qui peut aider, c'est il aide beaucoup à rationaliser les coûts d'acquisition. Pourquoi? Parce que là, je prends l'exemple que vous voyez sous vos yeux. C'est un exemple chez Jennifer aussi, et qu'on fait de plus en plus chez pas mal de marques, qui est que le trafic, et d'ailleurs le business principal des retailers, il est dans le point de vente. Alors avec le Covid, certes, ça a évolué, ça a fait pas mal exploser le e-commerce, mais fondamentalement, le rapport de force,
reste quand même toujours à l'avantage de la boutique de façon assez massive. Et donc, la boutique, une fois que cette mauvaise parenthèse sera terminée, va probablement reprendre ses droits et va faire partie du mix. C'est pas l'un contre l'autre, on le sait tous, c'est omnicanal, blablabla, ça se complète, c'est pas l'un contre l'autre. Enfin bon, on a tous lu des tribunes toutes plus enflammées les unes que les autres sur la fin du retail, la mort et la naissance du e-commerce, etc., etc. On sait très bien que c'est un mix, mais on sait très bien quand même que le point de vente a beaucoup de force, a beaucoup de puissance là-dessus. Et donc, ce qui est super important, c'est de recruter du monde depuis le point de vente. Et la façon dont ça se fait aujourd'hui, c'est que très souvent, ça se fait en caisse, ça prend du temps, il y a des erreurs, etc. Et avec le wallet, on a un peu coupé et chuinté ce passage-là qui est compliqué en déportant en fait tout le recrutement sur le mobile directement du client via le wallet et qui se fait de façon hyper simple. Donc, on le fait comment? On le fait en mettant du QR code sur la PLV. Là, chez Jennifer, c'est en caisse et dans les cabines d'essayage. On scanne le QR code. Une fois qu'on scanne le QR code, faudra que, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais montrer le parcours détaillé. Mais ça met en avant, ça génère un formulaire. Et ce formulaire, il est très court. Il demande juste une adresse email, est-ce que tu es déjà dans le programme ou pas, bref, les infos que la marque veut voir. Hein, le conseil, c'est de faire le formulaire le plus vite possible, le plus court possible. On ira chercher de la donnée complémentaire après. Et à la fin de ce formulaire, ce qui change, c'est pas le bouton « Ok, t'es bien dans la base, on t'enverra des emails » ou « Complète ton inscription sur le site web » ou en envoyant un courrier. Alors là, il y a un taux de churn qui est absolument énorme. C'est très bien, ta carte sur ton mobile en 2 clics. Ajoute ta carte à ton mobile. Bum, il appuie sur le lien, le CTA, et ça fait la même mécanique que vous avez vu depuis le début. Ça ajoute directement la carte dans le web. Et ce qui est génial pour la marque, c'est qu'elle n'a pas besoin après d'aller racheter du média pour essayer d'aller poker, comme on dit, la personne sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin d'envoyer 40 000 mails avant qu'ils réagissent. Elle est dans son mobile et elle peut l'envoyer des notifications. Si le consommateur trouve ça pas bien et qu'il n'aime pas que cette carte reçoive une notification, encore une fois, je le redis, c'est à sa main d'arrêter les notifications. C'est hyper simple, c'est au dos de la carte ou en bas de la carte sur Android. Donc, c'est très, très simple. On se rend compte que via ce parcours-là, on arrive à aller chercher beaucoup de monde. Quand on recrute 10, 15, 20 personnes par jour et qu'on a un parc de 360 boutiques comme Jennifer, je vous laisse faire les maths, à la fin de l'année, ça fait beaucoup de monde de nouveau dans la base de données et pour un coût d'acquisition qui est ridicule. Et ça, c'est super intéressant. Et l'autre endroit où on bouge pas mal aussi les lignes, c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les marques achètent du média sur les réseaux sociaux. Hein, c'est Facebook et Google qui représentent 100% de l'augmentation quand même du budget digital chez les marques depuis 2-3 ans. C'est quand même, ils trustent absolument tout. Le display galère pas mal. Et pareil, moi je suis sur Facebook, sur Instagram, je vois une pub, ça peut m'intéresser. Quand je clique sur une pub aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai une landing page. Donc je vais complètement zapper tout de suite ce que c'est que cette offre. Moi, je suis là sur les réseaux sociaux rapidement. On voit bien que c'est un lieu de passage, c'est pas un lieu sur lequel on a des sessions. C'est là où le wallet est hyper intéressant, c'est au lieu de distribuer une landing page, d'afficher une landing page, on affiche un pass. On lui dit, en fait, c'est une mécanique de clipping. Sauvegarde cette offre sur ton mobile. Et là, comme vous voyez là, on le fait chez Clarins. Et on a quand même 40% d'installation, c'est-à-dire de personnes qui cliquent effectivement sur ajouter, une fois que le parcours a lieu, une fois que la personne a cliqué sur la pub, et une fois que c'est ajouté, même mécanique, hein, ça y est, hein, vous êtes dans le mobile, donc vous pouvez mécaniquement envoyer des notifications, mettre à jour le contenu, etc., etc. Donc vous avez vraiment un canal qui vient de se créer sur le mobile du client. C'est vraiment un nouveau format publicitaire qu'on vend d'ailleurs de façon exactement identique à un format publicitaire. Mais avec une rétention et une efficacité dans le temps qui est sans commune mesure par rapport à tout ce qui peut être fait aujourd'hui sur l'efficacité des publicités qui ne font que des parcours de sauvegarde hyper compliqués ou distribuent seulement une landing page. Même mécanique pour Pomme de Pain depuis les réseaux sociaux. Je regarde un autre use case pour vous montrer à quel point c'est hyper vaste. Là, c'est Intersport qui le fait. Intersport dématérialise ses cartes de fidélité dans le wallet, mais aussi ce qu'ils font, ils dématérialisent tous les séjours de ski qui sont réservés. Donc, c'est la IRESA. Hein. Ils dématérialisent leurs bons de IRESA dans le wallet. Une fois que la IRESA est dans le wallet, il y a toutes les notifications qui sont préprogrammées, qui disent 2 jours avant tes skis sont prêts, le jour où les skis sont prêts, n'oublie pas de te rendre à 9h dans tel point de location. Quand il arrive près du point de location, notif de géoloc, le pass s'affiche immédiatement, il n'a plus qu'à le biper auprès de la caisse pour être reconnu.
Pendant tous ces jours au ski, Intersport peut s'amuser à envoyer des notifications pour essayer de faire du cross-sell ou de l'upsell. Et puis, une fois que son séjour au ski est terminé, la carte est toujours dans Wallet. Donc, ce qu'on fait, c'est que 3 semaines, 1 mois après, Intersport met à jour le contenu de la carte via notre plateforme, de façon hyper simple. Il crée juste une nouvelle campagne et il met à jour sur un segment de personnes qui a terminé son séjour là-bas. Tout ça se fait de façon automatisée et met à jour avec une nouvelle offre qui est valable dans l'Intersport de la personne sur un autre article. L'idée fondamentale à garder en tête, c'est que le wallet permet de se faire une place dans le mobile de façon ultra simple, beaucoup plus simple que n'importe quel autre canal n'importe quel canal qui existe. Et une fois que vous êtes dans le mobile, permet de dérouler toutes les mécaniques marketing classiques que vous voulez sous forme de push notification. Et cette forme de push notification a un impact sur le business qui est extrêmement important. Donc on a un peu tout, quoi. On a un quick win technique super simple et à côté un impact commercial pour la marque en termes de revenus qui est très important, tout en ménageant une expérience client qui est sympa puisqu'on se retrouve avec un support avec de l'image, des liens, beaucoup plus sympa qu'un SMS qui est assez intrusif et qui est 160 caractères, quoi. Donc très clairement, nous, ce qu'on dit aux boîtes, aux marques avec qui on travaille, une personne qui est sur Wallet et à la fois sur les SMS, c'est tu arrêtes de lui envoyer du SMS. Tout passe par le Wallet. Le Wallet, en moyenne, est 30% moins cher qu'un SMS. Donc, quand tu es 30% moins cher que les SMS, donc ça fait une économie de coût. Ce budget est transvasé côté Wallet, qui en plus est entre 4 et 10 fois plus efficace qu'un SMS. Il est 57. Je regarde les autres questions. Une question de Christophe. Salut Christophe. Suite à la décision de Google de favoriser l'installation native de Google Pay sur les devices Android, quelle progression du reach de ce wallet peut-on espérer? Alors, c'est difficile. Donc, en fait, l'histoire sur Google Pay, c'est que l'application n'était pas native. Et maintenant, ils ont permis le fait de pouvoir sauvegarder de façon native n'importe quel type de passe. Carte de feed, offre, tous les use cases. On n'a pas tout vu, mais vous avez compris que vous pouvez mettre n'importe quel type de contenu. Donc ça, la partie sauvegarde va devenir native sur tous les terminaux courant 2021. Donc ça, c'est génial. Il y a un parcours qui est hyper simple. En revanche, la partie animation, mise à jour du contenu, notification, va toujours passer par un passage obligé qui va être, je vais devoir, moi en tant que consommateur, télécharger l'application Google Pay pour pouvoir voir mes cartes et avoir accès aux notifications, mises à jour, etc. Donc ça, il y a un gros travail. D'ailleurs, on travaille beaucoup, et c'est assez passionnant, on travaille beaucoup sur l'expérience client avec Google pour faire ce passage-là. Google est obligé de faire de cette façon-là pour plein de raisons que je pourrais détailler avec ceux que ça intéresse. Et ce parcours-là, c'est celui qui va avoir lieu. Le parcours aujourd'hui est encore un peu moins et encore un peu plus complexe aujourd'hui, mais on arrive à avoir un reach qui est assez important quand même sur les marques. Donc le parcours Android quand même marche bien. Il y a une couverture telle qu'on arrive à bien couvrir le marché. Aujourd'hui, on touche un iPhone sur 5 en France entre toutes les marques avec lesquelles on travaille. Donc on commence à avoir un reach qui est vraiment extrêmement important. J'essaie de regarder aussi, je vois le wallet est-il adapté à de plus petites structures? Oui, c'est adapté à n'importe quel type de structure, hein. On a vraiment la capacité de travailler avec des structures un peu moins importantes que celles que j'ai pu montrer. On le fait de plus en plus. Je vois une autre question de Christophe sur le feature de géofencing des wallets permet-elle de porter des cas d'usage efficaces ou est-ce toujours un marronnier marketing? Alors, c'est une super question. Le géofencing, ça excite absolument tout le monde. Moi, en fait, ça dépend beaucoup des marques. Quand je suis une marque qui est vraiment de centre-ville, je pense que ça reste un marronnier. C'est compliqué de mettre de la notification quand on a des magasins qui sont très serrés les uns des autres. Ou surtout qui sont très maillés en fait sur un territoire. En revanche, pour des enseignes qui sont plus larges, qui sont vraiment plus en zone suburbaine ou périurbaine, ouais, là c'est vraiment intéressant. Des Décathlon, des Confos, etc. Là, il y a vraiment de l'espace. On a une notification qu'on peut vraiment faire apparaître de façon assez claire à un endroit précis. Là, ouais, là c'est vraiment intéressant.
Et il y a un vrai travail à faire là-dessus qu'on fait pas mal avec les marques et il y a un impact. Il est midi, j'ai parlé pendant 1 heure, j'espère que j'en ai pas endormi trop de vous. J'ai pas fait tous les use cases. Vous voyez, il y a des use cases pour vous dire à quel point vraiment on change de use case. Là, on a attaqué toute la verticale des assurances et du mutuel. Et donc maintenant, on dématérialise toutes les cartes d'assurés, les cartes de tiers payants. On fait ça avec April, avec Malakoff, avec 2-3 autres là qui viennent de rentrer chez nous. Et c'est tout bête. Voilà, au lieu d'avoir ce bout de carton, au bout de papier qui doit se mettre à jour tous les ans, bah maintenant ça part directement dans le wallet en 2 clics. Et on met à jour les assurés, on met à jour tout le contenu à volonté. Ça permet de faire du service pour les assurances, mais ça permet aussi de faire quelques gestes marketing de temps en temps. Donc il y a vraiment, voilà, les use cases sont sans fin. On est vraiment à dispo pour en parler en fonction des clients que vous avez. On est là pour brainstormer avec vous sur ce qui peut être intéressant, ce que vous pouvez apporter à vos clients via ce nouveau canal. Donc faut pas hésiter à nous contacter. Je crois qu'on a mis l'adresse, voilà, qui est hello@captainwallet.com. Il y aura toujours quelqu'un chez nous qui sera dispo pour discuter avec vous et essayer de monter un use case avec un de vos clients. On a l'habitude de bosser avec des agences, on a l'habitude de faire accéder notre plateforme aux agences avec des contrats de licence. Donc n'hésitez surtout pas. Arnaud vous a aussi mis le lien vers le livre blanc. Et puis voilà, merci d'avoir été présent pendant ce webinaire. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et j'espère et sûrement à toutes les questions que vous pouvez avoir avec vos clients et des use cases un peu particuliers. On a l'habitude d'en faire de plus en plus. Donc, n'hésitez pas. Merci encore. Il y aura un replay sur ce webinaire et j'espère donc à très bientôt pour la plupart d'entre vous. Bonne journée à tous et à toutes.